Oui, deux remarques préliminaires. Ne dites pas que l'accent belge devient de plus en plus bizarre, c'est peut-être le cas, mais ce n'est pas ma faute à moi, puisque c'est la partie britannique qui vous parle. Il y a 2 siècles, donc, en 1969, je me retrouvais au fin fond de la Tanzanie, chez des braves gens qui s'appelaient des Wakonongo. J'étais, comme on vient de le dire, j'y étais comme apôtre, comme père blanc, comme prêtre paysan. C'était la belle époque des prêtres ouvriers ici, et mes supérieurs ont dit, essaye d'être prêtre paysan, mais aussi comme anthropologue. Les Wakonongo m'ont vite fait comprendre qu'ils n'étaient pas des paysans, mais qui s'activaient beaucoup, mais qui travaillaient peu dans notre sens à nous, et qu'ils avaient vécu depuis au moins 3 millions d'années sans spécialiste dans le sacré. Donc j'ai vite renoncé à cette vocation de prêtre paysan. Je vous dis, oui, ben, ça c'est bien, parce que vous n'êtes plus religieux, vous êtes dans la laïcité, vous êtes simplement anthropologue. Que du contraire, je me retrouve plus missionnaire comme anthropologue que comme père blanc, parce que je viens d'une culture et je prêche pour une chapelle qui dichotomise nature et culture, et dans la culture, les sciences humaines et les sciences naturelles, rien de plus ethnocentrique, rien de plus nombriliste que ces dichotomies typiquement occidentales. À Oxford, notre manuel d'anthropologie s'appelait Other Cultures, des cultures autres. Il faut vraiment prendre au sérieux le fait que l'autre est vraiment autre et pas le même que nous en plus petit et en moins performant. Et ils m'ont vite fait comprendre, si vous voulez, que la christianisation du monde et l'occidentalisation du monde, c'est du pareil au même. Et donc je me suis, plutôt que de faire dans l'anthropologie académique, je me suis mis aussitôt à participer plutôt qu'observer leur vie matérielle, leur vie morale et leur vie mentale, dans un but néanmoins, si vous voulez, missionnaire, parce que j'ai toujours cherché à libérer les gens au-dedans, des dehors, qui les aliénient. Les allants de soi. Chaque culture ne vit que, en général, des allants de soi idéologiques et est inféodée à ses acquis institutionnels. En fait, l'évangélisation, la bonne nouvelle vécue par ce brave homme de Nazareth, c'était vraiment ça. Se libérer au-dedans des allants de soi, de son église, de son temple et de son État, l'Empire romain. Lui fut crucifié, moi tout au plus, je fus expulsé pour avoir téléguidé des serpents sur un village socialiste qui était rival au mien. Concrètement, si vous voulez, je n'arrive pas à chipoter avec ces machines, autrement je vous aurais montré un diapositive d'un brave vieillard, Jacobo Casalama, qui m'a accueilli vraiment comme un fils et qui m'a renseigné sur tout ce qui faisait l'identité des Wakonongo. Donc je l'accompagnais quand il allait travailler au champ, je travaillais avec lui le soir en revenant au village. C'est trop dire, c'est des maisons très dispersées, un habitat très dispersé, comme on dit dans notre jargon. Il dit, là, après avoir travaillé comme un nègre, c'est le cas de le dire, toute la journée, on revenait le soir chez nous dans le village. De toute façon, on cultivait sur brûlis, on déboisait chaque année, on défrichait des lopins de terrain dans la forêt. Il dit, bon, là, vous allez avant, et moi, je vais blinder les champs. Moi, je croyais qu'il allait mettre des clôtures, des barbelés, mais ce n'était pas ça du tout. Il mettait des gris-gris dans tous les coins pour empêcher que les sorciers jaloux ne téléguident sur son maïs des phacochères et autres bestioles du même gabarit. Toujours dans mon esprit, si vous voulez, cette distinction entre le sens pratique, en sortir vivant, les pieds par terre, et puis tout ce qui est un peu folklorique, un peu religieux, un peu même superstitieux et magique, parce qu'une fois
on est allé ensemble aussi piéger un fourmilière glabre, Niaga. Ils habitent dans des termitières. Il a fait un piège, mais d'un compliqué hallucinant, avec des ficelles, avec des morceaux de bambou, avec des trucs pointus. C'était vraiment, ça fonctionnait à merveille. Si vous voulez, quand le Niaga sortit du trou, il se laissait prendre par le piège en question. Et puis à la fin, il a pris un pouls dans la tête de son fils aîné, il l'a écrasé dans une feuille de banane pour enfoncer le clou, si vous voulez, pour montrer rituellement que la bestiole allait se faire attraper. Il m'a dit aussi, Mike, c'était un type excessivement pragmatique. Il se débrouillait très bien, il en sortait plus que vivant. Il était un des seuls à avoir planté un oranger, parce que les gens se retrouvaient 10 ans plus tard à 1 kilomètre ou 2 plus loin, donc ils n'avaient pas tellement envie de planter des orangers. Lui, il l'avait fait. Mais les gamins maraudaient, venaient piquer ces oranges. Donc, il m'a demandé une fois, Mike, est-ce que c'est un péché mortel de mettre des ficelles dans mon oranger qui vont devenir des petits serpents vénéneux dès que les gamins viennent les piquer? Moi, j'ai dit, mais non, à la mission, on a les chiens de garde quand même. Donc, vous prenez vos précautions comme nous. Ah, il a dit, c'est bien, je vais dire à mes serpents de te laisser tranquille si jamais ça te vient à l'esprit de piquer un orange aussi. La même chose aussi, moi, j'étais désespéré. J'avais planté du maïs et des haricots et des patates douces, mais dans une petite saison sèche, rien ne poussait plus. Je craignais le pire. Comme tout blanc qui se respecte, on se laisse diriger par le hasard climatique. Il a dit non, 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 pas de problème. On a quelqu'un qui va faire le nécessaire. C'est un faiseur de pluie. Donc, les Wakanongo m'ont donné cette impression qu'ils n'étaient jamais à bout de solutions dans leur langue à eux, ou Ganga. Il y avait toujours un Muga. N'importe quel Shida, n'importe quel Matata, il y avait toujours quelqu'un quelque part qui avait le remède, si vous voulez. Le remède à nos yeux, parfois purement pragmatique, parfois plutôt rituel et magique ou folklorique. Et donc, j'avais programmé pour ma propre culture, comme disent les latins, quid recipitur al modum recipientis recipitur, ce qui est reçu est toujours reçu selon tes capacités réceptives. J'avais dans ma tête, et en réalité dans mon carnet, deux fichiers séparés. Un fichier pour le savoir-faire matériel, la débrouille, si vous voulez, et un autre pour les croyances, pour à la limite, la religiosité ancestrale. Ce n'est que beaucoup plus tard, ce n'est que 10 années après avoir rejoint l'Europe que je me suis rendu compte d'une chose importante. C'est que dans sa tête à lui, il n'y avait aucune différence entre savoir-faire et ajouter, si vous voulez, un supplément plus à nos yeux, c'est le cas de dire, superstitieux. De quoi parle-t-on? C'est ça qui est important, je crois, surtout dans une culture purement orale. Moi, je savais de quoi je devais parler et de quoi je voulais parler, mais eux, de quoi est-ce qu'ils parlaient? Si vous débarquez comme missionnaire ou comme coopérant ou comme médecin, mais vous parlez votre langage à vous et vous imaginez qu'eux sont plus ou moins sur la même longueur d'onde. Quand vous vivez comme moi, à un point de disparaître dans le décor, vous vous rendez compte qu'ils ne parlent jamais des choses qui vous intéressent vous, qui vous préoccupent vous. Là, c'était la chasse, c'était les ancêtres, c'était les sorciers, c'était les esprits, c'était rien à faire avec la fin du monde, avec Dieu, avec aucune conversation spontanée, si vous voulez, tourner autour des choses que nous appelons religion dans notre sectorialisation des sphères de compétences ou division du travail. Et quand je demandais au vieux Jacobo de quoi est-ce que parlaient vos ancêtres avant que les Pères Blancs ne débarquent avec le programme
garantie par Dieu lui-même, ils ont dit de pas grand-chose au fond. J'ai dit, oui, mais Dieu est l'âme, le ciel et l'enfer. Où étaient vos morts? Il a dit, Mike, vous voyez les collines au loin? Je dis, oui, à 10 km, grand maximum. Il dit, quand ils étaient morts, ils allaient là-bas. Ils allaient là-bas, ils étaient sous terre. Je dis, bon, et quand vous priez, parce que j'ai encore le langage religieux, quand vous sacrifiez vos ancêtres, ils transmettaient vos désirs à Dieu? Non, absolument pas. Il a dit, ils nous foutaient la paix. Au mieux, ils nous foutaient la paix, ils tiraient leurs plans entre eux. Mais les plus compliqués à gérer, les plus chiants, on les faisait revenir pour les avoir à portée de main, pour que chaque matin, on leur laisse un peu de bière pour qu'ils se calment et ne choquent pas dans le décor. Donc je me suis dit, ils étaient, entre guillemets, athées, faute d'avoir jamais été théistes. Ils étaient, à la limite, pré-théistes, parathéistes, à la limite post-théistes, parce qu'ils auraient été tout à fait d'accord avec les théologiens de la mort de Dieu, ou avec l'athéisme de Lévinas, si tu veux. Ils étaient sur une toute autre planète que le mien. Et donc, Occam oblige, si on en sort avec moins, pourquoi se farcir plus? J'ai cessé tout discours religieux, judéo-chrétien, et par exemple, le fameux culte des ancêtres, dans tous les manuels, même aujourd'hui, l'anthropologie ou l'histoire de la religion, on parle du culte des ancêtres primitifs. Ça veut dire les premiers blancs qui arrivaient, programmés pour voir partout de la religiosité ou de la magie. Ils voyaient chaque matin un vieux chef se lever et puis verser un peu de bière chevrotant sur un petit temple dans lequel il y avait un tesson en bredouillant quelques paroles. Alors ils écrivent dans leur... Voilà, culte des ancêtres. Ces gens, ils croient quand même, malgré qu'ils soient primitifs, ils ont quand même une religiosité incoercible. Ils commencent déjà à croire à l'immortalité de l'âme, ils croient aux âmes au purgatoire, parce que les missionnaires ont bâti le catéchisme sous cette croyance qu'ils imaginaient déjà chez les primitifs dans la survie de l'âme. Mais c'est tout à fait faux. Ça veut dire les gens, il faut avoir vécu de nouveau. Si vous ne passez qu'un week-end chez les primitifs, vous avez l'impression qu'ils sont comme vous, en plus petits, en moins performants. Si vous vivez avec eux, vous vous rendez compte que ça n'a rien à foutre avec vos préoccupations à vous. Le culte des ancêtres n'est rien d'autre qu'une chose qui a totalement disparu dans notre culture, ça veut dire le respect des vieux. Dans une société villageoise africaine typique, plus tu vieillis, plus grandit ton utilité publique par le simple fait de vieillir. Vous connaissez où sont les bons terrains, vous connaissez jusqu'à quel point on peut taper sous sa femme sans qu'elle foute le camp, et vous savez aussi comment négocier. Vous êtes un vieux sage, vous savez comment négocier un bon prix pour la pluie et le gibier avec les ancêtres qui sont les nus propriétaires. Ça n'a rien à faire avec une croyance implicite en Dieu ou dans un espoir d'immortalité céleste ou la peur d'aller en enfer. C'est tout simplement respecter les vieux, parce que les vieux sont respectables, sont incontournables dans un sens darwinien. Sans les vieux, votre société croule. Il n'y a plus de survivre ensemble si vous ne respectez pas les vieux. Et donc, entre donner, parce que d'abord ça me faisait chier, parce que les vieux, ils étaient prépotentés, comme on dit en italien. Ça veut dire, ils étaient vraiment un peu chiants. Dans toutes les réunions, c'est à eux qu'on donnait les premières calebasses de bière, c'est à eux qu'on donnait les gros morceaux de beefsteak et tout ça. Et puis ils pontifiaient, ils péroraient. Et je trouve, venant d'une société où les vieux ne servent plus à grand-chose, j'étais incapable de piger qu'effectivement, quand vous donnez un verre de bière à votre vieux vivant pour qu'il ne se fâche pas, pour qu'il ne se sente pas offusqué, et le faire revenir du village des ancêtres parce qu'il risque d'exploser à tout moment, et vous lui versez un peu de bière, vous ne passez pas d'un régime de politesse profane
à un régime de religiosité primitive, c'est exactement la même chose. Vous respectez l'apport vital des vieux, un point, c'est tout. Ça n'a rien à faire avec la religion, sauf dans un sens étymologique, c'est qu'on est tous obligés ensemble dans un réseau de rapports et apports asymétriques. Ça ne va pas plus loin que ça. Il ne faut pas injecter dans les phénomènes, il ne faut pas faire des données, des faits qui sont des méfaits à vous. Par exemple, quand je suis allé étudier l'impact de la maladie du sommeil sur les gens, ils avaient été rassemblés à l'époque coloniale parce qu'ils mouraient comme les mouches malheureusement ne mouraient pas. Mais ça ne les intéressait pas. Ce qui les préoccupait le plus, c'était que la moitié des femmes, la moitié du temps, étaient possédées par des esprits, des djinns et des machétans. Je me suis inséré dans ce culte, entre guillemets, la possession des esprits, etc. Et programmé par saint Thomas de demander quelle est la nature même des choses, quelle est l'essence, quelle est la substance. Je disais aux femmes, mais vos esprits, elles sont immatérielles. Comment ça se fait qu'ils ont appris l'arabe? Comment ça se fait que si c'était des immatériels, ils adorent manger le poulet et le riz les vendredis? Et je me suis rendu compte que les femmes possédées ne s'étaient jamais posé ces questions-là. C'est des questions purement scolastiques. Quid est natura? Quelle est la nature des choses? Les Africains n'ont pas besoin de connaître la nature des choses. On a besoin de négocier une solution à un problème. Donc, surtout en oralité, si la religion est quelque chose, c'est une interaction interlocutrice. On discute, on négocie. C'est toujours le cas. J'ai vécu des années en Tunisie, dans des souks, on passait des heures et des heures à discuter. C'est des cultures orales, c'est la même chose avec les esprits. Les esprits ne parlaient pas de l'immortalité de l'âme, du péché mortel, de la circoncision trinitaire ou de l'incarnation de Dieu c'est qui. Il parlait surtout des problèmes des femmes, des bagarres dans des foyers polygames, de l'imposition des fiancés à des jeunes filles et tout ça. Surtout la première fois que je suis allé à une séance des esprits, là, les femmes tombaient par terre, elles boichotaient dans tous les coins, comme disait. Et puis, ils ont tous demandé des cigarettes à moi. J'avais un budget spécial Marlboro pour les esprits. Parce que, je vous ai dit, oui, mais c'est pas... Non, c'est que les femmes ne pouvaient plus fumer en public, donc le seul moyen de fumer en public, c'était de dire que leurs esprits avaient besoin d'une clope. Ils faisaient passer le... Et ça n'a rien à faire avec la religion. Et la brave dame qui gérait ça me disait toujours, Mike, sio dini, ni case et tout, parce qu'elle avait été excommuniée par le curé africain pour avoir créé un secte satanique. Elle a dit, mais non, c'est de la dynamique, c'est de la psychothérapie de groupe, ça n'a rien à faire avec la religion. Elle avait tout à fait raison. Un peu plus au nord métaphysique, si vous voulez, il y a un problème ici épistémologique, c'est que savoir c'est quoi? C'est sûrement pas voir ce qui est le cas. Là, c'est par une sorte d'extraversion empirique. Le commun des mortels imagine que savoir c'est voir ce qui est le cas. Bon, passons là-dessus. Pour moi, si vous voulez, le savoir oscille entre deux pôles ou deux genres. Le premier, c'est le connaître. Dans une étymologie fantastique, c'est naître avec, je nais avec l'autre, je le rencontre. C'est le niveau de l'existentiel, c'est le niveau de l'événementiel. Et puis il y a un autre volet un peu plus rationaliste, un peu plus intellectualiste, où on cherche à se faire une idée d'eux. Ça, c'est comprendre. Et dans le latin, c'est comprendere, ça veut dire, comme on disent les Allemands, ergreifen, et disent les Anglais, et en français aussi, saisir, à raisonner, grasp en anglais. Donc, il y a une sorte de nouveau, la prépotence, l'espèce d'arrogance de l'occidental, de l'intellectuel occidental qui cherche, grâce aux esclaves qui travaillaient pour lui, à théoriser, à mettre ses doigts sur la nature même des choses, à trouver la raison d'être, si vous voulez. Et donc, il y a une sorte d'impérialisme intellectualiste qui fait que dans la tradition occidentale, comprendre est devenu
la fin des fins. Il faut saisir la signification substantielle des choses. Et ça, c'est le travail de l'intellectuel, du prof d'UNIF, entre guillemets. On est bien payé pour ça. Moi, j'étais bien payé pour ça. Mais tout cela a faussé, si vous voulez, toute la conception occidentale de la foi, du croire, si vous voulez. Dans l'Église, ce n'était pas une Église, dans les sectes primitives, on reconnaissait Jésus, si tu veux. C'était une rencontre existentielle, c'était une fusion personnelle, presque mystique. Dans les rites à mystère, le Mysterium Fidei n'avait rien de très mystérieux. C'était un rite qui vous révélait de quoi il s'agissait en fin de compte, si vous voulez. Mais petit à petit, c'est quand même assez intéressant. Mysterium Fidei est devenu en Occident le mystérieux, le savoir arrive jusqu'au plafond, disent les catholiques, fides quaerens intellectum, on cherche à se faire une raison de sa foi. Pour les protestants, c'est inutile, il n'y a pas de raison. La foi est un don, si vous voulez, mais c'est toujours souscrire à un ensemble d'articles, d'idées, l'incarnation, la Trinité, l'Immaculée Conception, etc. Ce sont des notions. Mais les premiers chrétiens n'avaient rien à cirer avec ça. La fin du monde était pour demain. Jésus n'a rien révélé. Tout était fini, tout était foutu. Il n'avait pas à créer quoi que ce soit. Il n'avait pas à créer des écoles de théologie ou de philosophie. Et donc, moi, je crois que le savoir, entre guillemets, primitif, la mentalité primitive, ça se situe au niveau du connaître, de cheminer avec, de grandir ensemble, de rencontrer. Un point, c'est tout. Les Africains, à moi, n'ont jamais cherché d'aller plus loin. Ils ont peut-être raison. Est-ce qu'on va plus loin? Il y a des ponts philosophiques trop loin. Et toute la théologie et toute la philosophie, à mon humble avis, ce sont souvent des ponts trop loin. Il n'y a pas de solution. Il faut s'arrêter à temps. Autrement, on va dans le mur métaphysique. 5 minutes. Ça va. Donc, quand je racontais tout ça à ma maman... C'est passionnant ce que tu racontes. 5 minutes. Il faut y aller. Moi, je dis, allez, 6, et comme ça, on entend. Quand je raconte ça, même à mes étudiants, ils disent, oui, mais après, on ne peut pas être partout à la fois. On est chez nous, et on a droit à nos vérités, à nous. Ça me rappelait toujours ce que disait ma maman. Elle était catholique, mais pas plus que le pape. Mais une chose qu'elle ne tolérait pas, c'est le divorce facile, si tu veux. Et moi, je dis, mais maman, chez les Pygmées, on ne se marie pas, donc on ne peut pas divorcer. Pof, elle disait, mais nous ne sommes pas les Pygmées. À la limite, elle a absolument raison. Ça veut dire, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous ne pouvez pas être surtout hors culture. Voilà le sens profond de ce schéma un peu simpliste. Ça veut dire, la première ligne, ce sont des cultures. J'en ai mis 3, mais il y en a 36, il y en a peut-être 36 000, on n'en sait rien. C'est excessivement difficile de délimiter des cultures. Si je fais cela, c'est parce qu'un autre Africain sénégalais m'a mis sur le droit chemin qui mène du dog à God et retour, du chien à Dieu et retour, si vous voulez. Parce que j'avais fait une enquête à Dakar sur les amateurs de chiens, et il y a un Sénégalais villageois qui m'a dit, mais nous les Africains, nous avons des chiens pour surveiller le bétail, pour aller chasser le gibier et pour nous avertir de la présence des esprits. Vous autres, les Blancs et les Sénégalais nouveaux riches, ils n'y croient pas. Et donc, ce qui paraît être un chien n'est pas un chien. Le seul chien qui existe est ce chien africain qui sert à quelque chose. On voit très bien ce qu'il a fait. Il a projeté sa culture africaine, le carré, et le chien qui
qui trouve toute sa place, il en a fait une sorte d'archétype platonicien. Il a dit, voilà le chien par excellence et par essence, et tous les autres chiens, les chiens qui ne servent à rien, les chiens qui passent leur journée sur des coussins de velours à grignoter des friskies devant la télévision, c'est des illusions d'optique, c'est des non-chiens, si tu veux. Alors là, on voit très bien que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas naturaliser ce qui est culturel. Tu as droit, s'il reste paysan, s'il reste casamancé, il a droit à son chien, mais il ne peut pas faire de son chien le chien qui doit jauger et donner des lettres de nobilité canine à tous les chiens. Non, chacun a droit au chien, au dog, si tu veux, qui convient à sa culture à un moment donné. Et mes étudiants disaient souvent, mais ces histoires de chiens, c'est quand même un peu bizarre. Non, mais en anglais, on dit God aussi. Donc vous avez droit à votre chien et à votre Dieu, mais vous ne pouvez pas projeter votre Dieu hors culture. Vous ne pouvez pas faire un réel de référence universelle et univoque et passer dans toutes les cultures pour dire, voilà, vous êtes plus ou moins dans le mille. Parce que ce qu'il fait, si tu veux, c'est se référer à ce carré noir hors culture. Ça, c'est anathème pour les anthropologues. Il n'y a rien aux cultures. Tout est culturel. Alors les étudiants disaient, oui, mais c'est du relativisme. Lundi, vous êtes bouddhiste. Mardi, vous êtes Dieu sait quoi. Vendredi, vous aimez le poisson, vous redevenez catholique. Moi, j'ai dit absolument pas. Je suis coincé, je suis dans un carcan culturel, je suis un vieux mâle grisonnant belgo-britannique qui habite près de Namur et je dois encaisser tout ça, mais je ne peux pas sortir de mon lieu pour adopter une logique, un langage qui serait universel. Et vous dites, non, là c'est peut-être vrai pour l'Église catholique, malgré que le catholique veut dire universel, mais ce n'est pas vrai pour l'université. L'université est universelle, absolument faux. Universitas au Moyen-Âge, ça voulait dire association de Vogelpick ou association compagnons de ceci et de cela, les joueurs de bridge. C'était quelque chose de très local. Malheureusement, on a pris l'université comme quelque chose qui s'impose partout. Et on va en Afrique, on implante des facultés de médecine et on croit bien faire. Mais vous bousillez la culture africaine qui ignore tout de la médecine. Les Africains ignorent autant la médecine que la religion. Les guérisseurs sont des clairvoyants remédiateurs. Ça veut dire qu'ils ont une solution à tout. Vous ne trouvez pas de femme? Vous voulez coucher avec la femme de votre voisin? J'ai la solution. J'ai des listes de remèdes. Si vous voulez ça, je peux faire des prix après. Quoi? Presque fini. Donc, on arrive vraiment à la limite. À la limite. Donc, si vous voulez en sortir, il ne faut pas en sortir. Il faut assumer le lieu où vous êtes avec votre logique et votre langage. De toute façon, dans notre village global, même si vous restez sur place, en Basse-Patagonie ou Mongolie extérieure, votre existence même est missionnaire et démissionnaire. Les gens sont désormais interpellés, même si vous ne bougez pas. Et donc, mieux vaut assumer, si vous voulez, cette vocation apostolique, entre guillemets. On est tous des délégués, on est tous des missionnaires. Qu'on soit père blanc ou coopérant belge, comme je le fous, je ne voyais pas de différence, si vous voulez, par rapport à ceux qui ont encaissé mes balivernes. Et donc, no dog, no God, seulement des gens qui possèdent des chiens ou qui ne peuvent pas les piffer. La même chose, il n'y a pas de foi, si vous voulez, catholique. Comme il n'y a pas de foi athéiste, il n'y a que des théistes. À un certain moment, à un certain lieu, dans une certaine situation socio-historique, parce que tout ça, je n'ai pas le temps de développer, mais pour moi, si vous voulez, le collège où j'étais à Oxford avait été fondé par le fameux nominaliste Guillaume de Ockham, pour qui, si vous voulez, tout part de et revient à tout un chacun incarné dans son corps propre, comme disaient les phénoménologues comme Ponty et Ricoeur, et incorporé
on continue dans sa situation historique. Au-delà de ça, il n'y a rien, ni théisme, ni athéisme. Amen. Mais merci.